Bonjour. D'abord, je souhaiterais remercier notre confrère Monsieur Goutal de nous avoir invités, le syndicat et la revue Pierre Actual pour nous donner cette possibilité de présenter ces deux bâtiments. Je tiens aussi à m'excuser de ne pas avoir pu être présent pour écouter nos confrères ce matin. On sait quelle est la situation actuelle pour les transports, c'est assez compliqué. Et le fait de ne pas avoir pu être là présent ce matin risque de faire qu'il y ait des redites avec certaines choses qui ont déjà été dites. Voilà. Donc, alors, non, ça va. Avant d'attaquer sur les deux bâtiments, on souhaiterait énoncer quelques généralités sur la pierre massive. Il y a quelque chose qui est évident pour nous architectes, qui nous rappelle à la pierre massive, c'est de se mettre dans la grande lignée de l'histoire de l'architecture. Il y a depuis très longtemps énormément de bâtiments qui ont été construits. On pense aux pyramides, aux temples grecs, à l'architecture romane. Et quand on commence à penser à l'idée de construire en pierre massive, il y a quelque chose d'extrêmement séduisant pour nous, c'est qu'on va construire uniquement avec le matériau structurel et une forme d'architecture frugale, dépouillée, qui n'aurait que l'essentiel, que le nécessaire. Et ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, où l'architecture se fait de plus en plus technologique, on y reviendra plus loin sur ça, l'idée de revenir à une forme d'essence de l'architecture, de l'art d'édifier, et oui, pour nous, c'est comme une forme d'utopie. Donc je crois qu'il y a quelque chose comme ça qui se joue quand on va affronter la construction en pierre massive. Il y a deux autres points qui sont centraux sur la pierre, c'est la question de l'extraction du matériau. Où c'est qu'on la prend, cette pierre ? Pour nous, tout du moins, mais je pense que d'autres confrères partagent cette idée. Il n'y a pas de sens d'essayer de construire en pierre massive si c'est pour charger des bateaux qui traversent les océans et transporter la pierre de l'autre bout du monde. Donc la question d'une édification en pierre massive est extrêmement liée à un lieu proche du site du chantier et de la carrière d'où on va venir prendre les pierres. Ça, c'est un premier point. Et le deuxième point qui est, si ce n'est essentiel, mais bon, qui fait partie des conditions de travail, est celle du coût. On va voir, bon, je vais essayer après d'aborder ces questions un peu plus précises avec des surfaces, des notions de coût. Nous, de par notre expérience, on constate qu'il n'est pas vraiment plus cher, on ne peut pas dire que ça soit beaucoup plus cher de construire en pierre massive qu'une construction qu'on peut appeler classique en béton ou d'une autre manière. Voilà pour ces propos généralités. Alors je vais vous présenter deux bâtiments que nous avons faits. Le premier, c'est 6 plots de bureaux à Aix-en-Provence et le deuxième, c'est un bâtiment d'archives à Nîmes dans le Gard. Donc on va commencer par ces bureaux à Aix. Alors, notre site de projet se situe ici. Ça, c'est Aix, la Sainte-Victoire est ici. Alors, le site de projet se situe dans une ZAC, dans ce qu'on peut appeler une... Je ne sais même pas comment qualifier ce type d'urbanisme, enfin les pourtours de villes provinciales où se succèdent une station-service, un supermarché, un magasin d'équipement de golf, disons la non-ville, voilà, par excellence. Il y a là, on voit de manière un peu plus précise le site. Là, c'est pour ça que c'est flou. Il y a une prison ici. Ici, Zidane a construit des terrains pour jouer au foot à 5 contre 5. Et voilà le terrain que nous avons. C'est un maître d'ouvrage privé, bien évidemment, un groupe aixois qui souhaitait construire des bureaux. Il y avait une première exigence qui était donnée par le maître d'ouvrage, enfin tout du moins les questions de la commande étaient que ces bureaux allaient être réalisés en tranches.
Donc, et fonction de la vente des premiers, on aurait continué ou pas cette aventure. Donc on allait en construire 2 par 2 et pour arriver au nombre de 6. Alors, ça se présente comme 6 plots, comme des petits hôtels particuliers qui se suivent, qui sont en R+2 et en dessous, il y a un niveau de parking souterrain. La pierre, c'est certain, appelle une forme de répétition. C'est une architecture modulaire. Et ça, ce type de modèle d'implantation avec des plots répétitifs comme ça est extrêmement intéressante pour l'extraction après en carrière. Donc, plusieurs choses importantes. La première, quand on commence à réfléchir en pierre, donc comme je viens de dire, la question de la répétitivité, mais surtout, très rapidement, il faut penser au calepin de la façade. Donc, pourquoi penser au calepin? Parce que pour que le travail du carrier soit d'abord le plus aisé possible et par conséquent le prix de revient le plus rationnel possible, il faut minimiser le type de coupes différentes. Donc réussir à arriver sur un type de module, de bloc qu'on extrait, qu'on répète, qu'on numérote et éviter toutes les recoupes dedans à l'intérieur. Donc ce qui impose une forme de dessin un peu rigide, bien évidemment. Donc on développe, ça c'est au R+1. Donc toutes les façades sont en pierre massive. Hein. Il y a uniquement les planchers et le chœur qui est en béton. Et sinon, le reste, c'est que de la pierre. Là, on voit le projet, comment il se développe en coupe. Voilà les évaluations. Alors, on va passer à ce détail. Voilà. Là, on va faire un petit arrêt. Au-delà de la partie technique, il faut préciser, je ne sais pas ici s'il y a des gens qui viennent du sud. À Aix-en-Provence, on est en zone sismique 4. C'est l'avant-dernier niveau de risque en France, tout du moins. Et alors ça impose des choses qui sont relativement importantes pour la pierre. Notamment, on voit ici, là, les chaînages verticaux qui sont imposés. Alors ça, à chaque fois qu'on fait des chaînages, on vient carotter dans la pierre pour après couler du béton dedans, pour limiter les risques à la torsion en cas de séisme. Alors, à Aix, il est réel, hein, le risque sismique, même si on n'a pas eu récemment, mais il y a eu un séisme non loin d'Aix il y a un peu plus d'une centaine d'années. Donc il faut le faire. Mais aujourd'hui, je ne sais pas si c'est le cas, s'il y a une réflexion sur le DTU, sur ces choses-là par rapport à la pierre. Il doit certainement y avoir des gens dans la salle qui sont plus au courant des avancées de la recherche. Mais aujourd'hui, il semble, tout du moins nous à l'époque, quand on a commencé ces projets, c'est le début de ce projet, c'est 2001, je crois. Non, 2011, pardon. À cette époque-là, il n'y avait pas un DTU spécifique sur la pierre massive. Je ne sais pas si depuis ça a changé, mais à cette époque-là, tout du moins, il n'y en avait pas. Donc on appliquait le DTU de la maçonnerie en pierre. Mais bon, on comprend bien que la logique n'est pas exactement la même qu'on applique à un mur en opus incertum tout à fait traditionnel et d'empiler des blocs les uns sur les autres. Et donc ça nous pose à des formes d'incohérence de surrigidifier une structure qui, nous, in petto, on sent très bien qu'elle est stable et qu'elle ne présenterait aucun risque. Mais donc là, il y a certainement une réflexion à porter au niveau de la recherche, de ce que proposent les ingénieurs, pour cette raison-là, y compris pour la raison thermique. Aujourd'hui, on se retrouve ça à avoir isolé par l'intérieur. C'est des blocs de 60 cm d'épaisseur. Nous, on pourrait aisément dire que c'est au contraire tout ce qu'il y a de plus merveilleux. Ce type de construction provoque exactement la même sensation que quand on est, je ne sais pas, dans une bâtisse du XIVe siècle à la campagne. Enfin, une énorme inertie qui est parfaite pour aussi bien l'été que l'hiver. Mais non, au niveau de l'RT, il faut isoler. Voilà. Donc ça, tout du moins, nous, c'est ce qui nous semblait être le cas au début des projets. Encore une fois, je dis peut-être qu'il y a des réflexions qui sont engagées depuis, mais ça, il faudrait qu'on travaille pour pouvoir, accompagné d'ingénieurs, pouvoir attester que
au niveau de l'inertie et au niveau de la statique, la pierre massive semble être une évidence et ça ne l'est pas. Voilà. Donc, peut-être qu'on va arriver à avoir quelques images. Voilà. Donc ça, c'est l'entreposage des blocs de pierre. Donc on voit bien. Le principe, c'est un peu comme un Lego. Donc on fait des blocs, on les numérote, et puis après, sur le chantier, on les positionne. Et quelque chose qui est important, c'est qu'une fois qu'une pierre est positionnée, il faut considérer qu'on ne la touche plus, qu'on ne la bouge plus, qu'on ne l'abîme plus. Et ça, c'est quelque chose sur le chantier que les compagnons, non pas ceux qui posent les pierres parce que le savent, mais toutes les gens périphériques ont du mal à percevoir. Parce qu'en général, eux, ils considèrent qu'ils peuvent être cochons et puis que de toute manière, après, on repassera, on arrangera. Non, avec la pierre, une fois qu'elle est là, elle ne va plus bouger. Et chaque petit coup qu'elle va prendre, on le verra à la fin. Donc, il faut un grand soin sur un chantier fait en pierre massive. Donc là, on voit aussi... Tout à l'heure, on a parlé des carottages, mais là, on voit aussi les encoches qui sont faites pour venir accueillir les planchers. Donc là, on voit comment, avec les pinces, on vient positionner les blocs un par un. Là, en plus, on est dans un cas assez intéressant où les linteaux sont faits eux-mêmes par les pierres. Voilà, les plateaux. Là, sur cette photo, on voit bien à la fois les encoches là, pour venir accueillir les planchers et les carottages pour venir lier les pierres. Voilà, donc on a réussi à finir nos 6 plots. On est relativement content du résultat. Alors, c'est au niveau de l'architecture, comment dire, c'est relativement modeste ce qu'on propose. Le programme qui est abrité à l'intérieur de ces plots, c'est du tertiaire, dans une zone des plus banales. Mais il faut comparer ça à ce qui généralement est proposé de faire pour ce type de programme. Et ne serait-ce que par l'utilisation de la pierre massive et de ce type de mode de constructif, on peut réussir à donner un caractère extrêmement urbain et noble à la fois un programme et un développement urbain qui en général est voué à devenir une sorte de succession de hangars en tôle et quand c'est pas pire. Voilà, donc je crois qu'il faut le voir aussi comme ça, comme une manière d'anoblir des choses qui globalement ont vocation à devenir des désastres. Voilà. Alors là aussi, on voit un détail intéressant. En dessous, il y a des parkings, donc. Et là, on remonte un petit peu en béton, parce qu'on travaille avec une pierre. J'ai pas cité la carrière. En plus, il y a le directeur de la carrière qui est présent, donc je vais me faire engueuler si je dis pas. On travaille avec la pierre de Fontvieille. Je dis pas de bêtises, Paul? Non, de Verse, c'est ça? De la pierre de Verse, donc de la pierre du Gard, qui est extrêmement souple et donc il faut la décoller de l'eau. Voilà, donc ça c'est une caractéristique de cette pierre-là. On ne peut pas venir directement dans le sol, donc on la pose comme un espèce de petit podium en béton. Et surtout la pierre déborde un petit peu pour limiter la capillarité. Voilà, là on voit l'entrée du parking. Voilà. Actuellement ils sont finis, les bâtiments. Là sur la photo il y a encore la grue, mais ils sont finis. Le deuxième édifice qu'on va vous présenter, c'est un centre de préarchivage. Préarchivage, pourquoi? Alors, c'est des archives pour le maître d'ouvrage, c'est le ministère de la Justice. On est à Saint-Gilles, donc dans les faubourgs de Nîmes, à côté de l'aéroport militaire. Ça, c'est l'aéroport militaire, d'où décollent les Canadair, notamment. Le ministère de la Justice souhaitait un bâtiment pour entreposer les archives de la cour d'appel de Nîmes.
C'est un bâtiment d'archives, mais pas au sens d'archives auquel on pense généralement, hein. C'est vraiment des archives. Une fois que les dossiers rentrent là, part une fois tous les 6 mois, un avocat qui vient pour consulter quelque chose, mais sa vocation est restée là. Donc, a priori, il n'y a pas la notion de consultation comme dans les bâtiments d'archives départementales ou régionales qu'on peut trouver en ville. Alors, quelle est l'histoire de ce projet? C'était un concours, je crois qu'en 2015. Bon, c'était un concours qui était fait. Je ne sais plus vraiment pourquoi on s'était inscrit à ce concours, mais il y avait 1 million d'euros de budget. Et il fallait faire 15 km linéaires d'archives. A priori, tout était donné, là encore une fois, pour pousser à faire un hangar. C'était à peu près, il y avait une étude de faisabilité dedans. C'était à peu près comme ça qu'était imaginée la chose. Et une fois qu'on a vu ça, nous est semblé que c'était une possibilité d'essayer d'affronter la chose en faisant une proposition en pierre massive, y compris les contraintes de coût. Et il se trouve que ça a beaucoup plu au maître d'ouvrage, qui a été séduit par cette idée et qui a joué le jeu, qui nous a bien accompagnés et qui a été très content à la fin de ce qu'on a fait. Voilà. Donc ça, c'est les données de la situation. Donc on propose un grand bâtiment de 40 par 25, 45 par 20, pardon. Et dedans, il y a uniquement des archives sur 2 niveaux et mais c'est un volume entier, hein. Il y a un caillebotis, il n'y a pas de plancher. Donc là, pour le coup, c'est vraiment 4 murs en pierre et après un toit dessus. C'est tout ce qu'il y a de plus modeste comme construction. Un petit temple pour garder des archives. Donc là, on voit bien l'absence de plancher. Alors, là, le programme qui est a priori des archives pour les questions de contraintes d'exposition des matériaux archivés à la lumière, a priori n'appelle aucune ouverture. On en a fait quelques-unes, quelques petites meurtrières, mais ceci tend à encore améliorer le calepin, comme on a vu tout à l'heure pour la répétitivité des blocs extraits. Là, on était relativement optimal. Donc, pour le travail du carrier et pour les compagnons sur le chantier, c'était assez simple. Enfin, assez simple. En tout cas, l'assemblage des blocs entre eux était plus aisé. Alors, ici, contrairement à Aix-en-Provence, à Saint-Gilles, on était en zone sismique 2, si je ne dis pas de bêtises. Donc on était beaucoup moins contraint par la réglementation sismique, mais en dépit de cela, ils sont présents quand même certains chaînages verticaux. Là, on voit bien là, cet outil pour soulever les blocs, cette pince. Ici, on voit le carottage qui viendra accueillir le béton. Alors, en plus, les chantiers comme ça en pierre massive, ça donne des chantiers assez hors du temps. Il n'y a pas de sac en plastique. Ça fait des chantiers extrêmement anachroniques par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui. En plus du fait que pour nous, en tout cas, les 2 fois où on a affronté cette expérience, c'était pour ainsi dire, des contextes pauvres. Une fois qu'on avait fait la structure et la pierre, il y avait très très peu de seconde œuvre. Donc c'est assez étonnant. Il y a pas, c'est très propre. Et ça renvoie aussi à une éthique de la construction, une éthique, on va dire. Aujourd'hui est toujours plus présente la question, bien évidemment, d'avoir une conscience dans l'acte de construire
pour la planète et pour ces questions liées au réchauffement climatique. Et la pierre se révèle être optimale sous tout aspect de ce point de vue-là. Bien évidemment, sous réserve qu'on ne fait pas venir de la pierre de Chine ou du Brésil. Enfin, ça fait sans dire que c'est, pour nous, tout du moins, c'est une aberration. Bien qu'on voit aujourd'hui qu'il y a du marbre de Carrare qui est chargé sur les bateaux, qui part en Chine pour être taillé, et après qui vient être monté dans les salles de bain d'hôtel à Dubaï. Donc il faut faire attention aussi dans ce qu'on imagine avec la pierre. Mais si on construit en pierre, comme le faisaient les Romains, c'est-à-dire qu'on construit avec une carrière de pierre qui est proche du chantier, c'est un matériau qui ne contient pas de pollution, qui fait travailler une chaîne de production locale, qui n'a pas ou très peu d'empreinte carbone, qui est extrêmement performante en termes d'inertie, qui propose une grande qualité de vie et d'usage pour les gens qui fréquentent ces bâtiments. Donc oui, je pense que la pierre massive a vocation à être une des réponses qu'on peut proposer aux questionnements que nous posent les nouvelles réglementations. Mais pour ça, encore une fois, probablement qu'il faut qu'on agisse pour créer de la doctrine sur ça. Voilà, l'intérieur du bâtiment. Alors, on a très très peu de photos, disons, présentables de ce bâtiment, parce qu'une fois qu'on l'a fini, on nous laisse plus trop y retourner pour faire des photographies. Donc c'est assez modeste ce qu'on peut vous montrer. Voilà. Alors, peut-être j'aimerais finir en vous donnant 2-3 ordres d'idées de taille et de dimension et de coût. Alors, le premier projet qu'on a présenté à Aix-en-Provence, de bureau, il s'agit de 6 plots. 6 plots identiques, chacun faisant en SDP 1639 mètres carrés pour un total de 9834 mètres carrés. Ça, sans VRD et sans parking, ça a un coût de 10 820 000 euros. Ce qui fait à peu près 1118 euros hors taxe du mètre carré. Voilà. Ça c'est pour le premier projet. Et le deuxième, je ne sais pas où j'ai mis le deuxième. Le deuxième, alors, ça je pense que c'est le deuxième, on est à 915 euros hors taxe du mètre carré. Alors, là, c'est un peu différent le deuxième parce que d'abord, il n'est pas isolé. Il n'est pas isolé parce que le programme d'archives permettait qu'on n'isole pas et surtout demandait même que c'était plutôt, pour le coup, là, c'était vraiment une bonne chose, l'hygrométrie que permettait la construction en pierre. Et deuxièmement, il y a la moitié de la surface qui est sur une forme de double hauteur, un plancher en caillebotis. Donc, ce chiffre est à prendre plus avec des pincettes. Je ne sais pas si j'ai laissé des vides ou si vous avez des questions. Alors, sur le premier bâtiment, je reviens. Voilà, là. Alors, ce qui était intéressant, c'est que le maître d'ouvrage nous proposait quand même des contraintes, si ce n'est de rapidité, mais d'une certaine efficience de pose. On s'est organisé comment? On avait 3 tranches de 2 plots. Chaque plot, on se donnait 1 an de chantier. Et
que je ne vous dise pas de bêtises, on faisait d'abord 4 mois pour l'infrastructure, les fondations et la préparation du bloc. Ensuite 4 mois pour la pierre, pour les élévations, et ensuite 4 mois de seconde œuvre. Donc, et alors, il y avait la chose intéressante, c'est que comme on en avait 2 de plots, on commençait par monter un niveau en pierre massive, on coulait le béton, et après, pendant qu'on coulait le béton, on faisait la pierre sur l'autre. D'une certaine manière, à ce que l'approvisionnement depuis la carrière et les compagnons sur le chantier avaient tout le temps quelque chose à faire. Voilà, donc c'est aussi quelque chose qui marchait bien d'en avoir 2. En revanche, si on devait en faire qu'un par un, comme qui était le cas à Nîmes, à Saint-Gilles, ça crée des temps vides ou des temps d'inactivité qui sont, en tout cas, qui amènent à une moins grande efficience. Merci beaucoup. Petite question technique et peut-être architecturale. Sur ces bâtiments, les linteaux sont coupés en 2, c'est-à-dire que les linteaux sont formés par 2 blocs qui sont en porte-à-faux en quelque sorte. Est-ce que c'est pour des questions de gabarit, de module, ou une volonté architecturale, ou les 2 à la fois? Je ne saurais vous répondre avec certitude, hein, mais je pense que c'était un souhait architectural fort, l'idée qu'il n'y ait pas de linteaux, que ce soit en béton ou en acier, qui soit exprimé en façade, tout du moins. Après, à chaque fois, là, l'effet du poids statique qui s'opère sur ces 2 blocs fait qu'ils sont tenus et ça marche assez bien. Hein. A priori, il n'y a pas de risque. Et puis, à chaque fois, il y a le plancher derrière qui vient s'encastrer. On va le voir peut-être sur le détail. Quand vous êtes là, d'accord, ne serait-ce que par poids, ils sont stabilisés parce qu'ils sont bloqués par les 2 pierres. Ces 2 sont bloqués par ces 2 qui sont sur le côté. Mais en plus de ça, ils sont réunurés à l'intérieur et filent le plancher en béton armé derrière. Donc, en tout cas, ce ne serait pas nécessaire d'avoir en plus un linteau en béton en dessous. Et c'est une volonté, quand on travaille en pierre massive, il y a le désir d'avoir une représentation de façade monomatériaux et d'exprimer uniquement ça. D'autres questions? André, sur la partie sismique, un peu moins thermique, mais sur la partie sismique, ça a pas mal été évoqué ce matin. Et puis je pense également que notre centre technique, le CTMNC, a quelques éléments de réponse, mais ça nous prendrait sans doute plus que l'après-midi pour en parler. Mais il y a des réflexions sur ça il y a bien entendu des réflexions sur ça. Ce sont des thématiques qui sont traitées par le CTMNC déjà depuis plusieurs années, que ce soit sur le sismique, que ce soit sur le thermique. Donc Didier Palix, qui est là, pourra répondre à tes questionnements. Qui est la personne? Didier Palix, directeur général adjoint, qui a fait une petite intervention de présentation du centre en fin de matinée. D'accord. Pas plus de questions? Moi, j'étais content de revoir ma région, parce que je suis nîmois, donc je vais essayer d'y rentrer ce soir. Je ne sais pas si je vais y arriver, mais... Ah, une question de Michel Goutal. Oui, alors apparemment vous avez eu des difficultés pour retourner dans le centre d'archives, mais il aurait été intéressant de savoir s'il y avait des mesures de température et d'humidité à l'usage. Les retours sont extrêmement favorables de ce point de vue-là. Oui, mais il y a eu des mesures où ils sont contents parce que, parce que le dossier d'appel il a pas pourri, mais est-ce qu'il y a eu... Est-ce que le maître d'ouvrage s'est dit, tiens, c'est une chose un peu expérimentale, je vais l'instrumenter? Non, vous n'avez pas eu. Je ne crois pas. Non. Okay. Par contre, juste à côté de Nîmes, à Beauvoisin, il y a un centre, il y a une maison qui a été instrumentée et qui a été également suivie par le CTMNC, avec pas d'isolation à l'intérieur.
Merci beaucoup, Monsieur Battesti. Ouais. J'aimerais rajouter un petit mot Ah bah, qui a pas forcément beaucoup à voir avec la pierre massive, même si, vu qu'on parle quand même de patrimoine. J'ai vu qu'on se trouvait dans l'amphithéâtre qui porte le nom de notre confrère Huette. Il y a une pétition, ou disons une lettre commune actuellement qui circule pour préserver son œuvre, notamment parisienne, 4 lieux emblématiques, et notamment ce qu'il a fait sur la place Stanislas, un peu plus haut. Et... pardon ? Stalingrad, pardon. Ça serait... Voilà, je pense que c'est important de la signer, et voilà, si c'est 2 confrères qui s'occupent de ça, je crois. Vous le trouvez sur Internet, mais je pense que c'est une jolie œuvre. Voilà.